Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le numéro 1 burundais félicite le procureur de la République pour avoir emprisonné le docteur Christophe Sahabo. Évariste Ndayishimiye l'a déclaré ce mardi lors d'une conférence de presse dans laquelle il a même signifié que ce docteur est poursuivi pour crime économique. Les victimes de l'acte barbare de Guimonela-Kolé de la colline Ruyumhu sont sous les verrous depuis ce lundi. Il s'agit de 4 épouses des militants du parti TNL qui avaient porté plainte après que cette milice du parti au pouvoir les ait violentés en plus de découper leur bétail. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des malheurs des Burundais réfugiés au camp d'Onduta qui ont vu leur ration alimentaire diminuée par le HCR alors qu'ils ne sont même plus autorisés à exercer une quelconque activité génératrice de revenus. Voilà pour les grandes articulations. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Découverte ce lundi soir d'un corps sans vie flottant sur la rivière Malagarasi du côté de la commune Kibago en province Makamba. Selon les informations en provenance de cette même commune, ce corps était tout nu. Les mêmes sources font savoir que la victime n'a pas été identifiée. Nos sources à Makamba révèlent également que jusqu'à 16 heures de ce mardi, ce corps gisait toujours dans les eaux de cette rivière alors qu'il était déjà dans un état très avancé de décomposition. Et puis certains militaires burundais du 61e bataillon Atmis continuent à exprimer leur indignation et pour cause, les corps de leurs frères d'armes tombés sur le champ de bataille il y a plus d'une semaine n'ont toujours pas été récupérés. Pire encore, les informations en provenance du contingent burundais en Somalie indiquent que les éléments des rebelles Al-Shabaab continuent à enterrer progressivement les corps de ces victimes. Le point avec Emmanuel Nyongeku. 8 jours après l'attaque des rebelles Al-Shabaab contre les militaires du 61e bataillon Atmis, les corps des victimes jonchent toujours le sol dans la localité de Serebaraf, le lieu d'attaque. Rassemblés sur la position de Militigou, les rescapés de l'attaque sont dans une consternation sans précédent, d'autant plus que toute leur logistique a été saisie par les Al-Shabaab qui occupent la position après avoir dérogé ces militaires burundais. Ces derniers continuent à exprimer leur indignation suite à leurs frères d'armes tombés sur le champ de bataille dont jusqu'à présent les corps ne sont pas encore récupérés. Pire encore, les informations en provenance du contingent burundais en Somalie indiquent que des éléments des rebelles Al-Shabaab continuent à enterrer de façon inhumaine les corps des victimes. Un des militaires burundais rescapés de l'attaque témoigne. C'est grave, mon frère, que personne ne te trompe en disant qu'on a touché sur un corps, ce serait un pur mensonge. Même si on parviendrait à regagner la localité, vous entendrez que les cadavres ont été déjà enterrés par les rebelles Al-Shabaab et ils l'ont fait comme ils veulent. Ils creusent la terre et enterrent ces cadavres eux-mêmes. C'est peut-être pour éviter la mauvaise odeur qui s'y dégage, au cas où ils préfèrent rester dans cet endroit. Les militaires sont en colère et sont concernés par la présence de ces rebelles qui les ont empêchés de récupérer les corps. Ce qui aggrave la situation, selon toujours ces militaires, c'est qu'il n'y a pas encore eu de déclaration officielle de la part du gouvernement burundais sur cette attaque, ce qui crée la confusion au sein des familles des victimes. Aucun message officiel n'a jusqu'à présent été communiqué. L'un ou l'autre qui était sur terrain peut dire qu'il a vu quelqu'un blessé, car quiconque dont le corps n'a pas été retrouvé est toujours considéré comme un porté disparu. C'est pour cette raison qu'il était nécessaire de mener une opération pour identifier les victimes et procéder à temps aux indemnisations à leurs familles, mais également pour savoir les portés disparus. Nombreux nous téléphonent pour nous demander si au moins ils vont avoir le corps du leur. Nous sommes obligés de leur dire la vérité afin de savoir comment s'y tenir. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté le colonel Floribert Villeleke, porte-parole de l'armée burundaise. Après avoir décliné notre identité et lui signifié l'objet de notre appel, il nous a raccroché au nez.
Merci à toi Emmanuel Nyongeko. En page politique, les préparatifs d'intégration des Imbonerakure au sein de la force de réserve et d'appui pour le développement du pays, FRAD en sigle, se poursuivent. En commune Muhuta de la province de Rumongue, les activités relatives se déroulent au lycée de Gitaza. Selon un des Imbonerakure de cette commune qui s'est confié à la RPA, ces activités débutent souvent vers 4 heures du matin. Écoutez plutôt son témoignage. gisirikare twigisha mu mashuri ya lise ntare kominale Gitaza yo Muhuta igishwa nitwa Davis. On fait des entraînements. La formation se déroule au lycée communal Gitaza. Nous nous faisons former par les vices qui fut combattu par Perutu FNL. Cette formation, pendant les séances de formation en militaire d'Inon Dobiha de la position militaire de Gitaza, vient pour l'assister. Ça fait déjà des semaines depuis que nous avons commencé ces entraînements. On fait des entraînements les samedis et dimanches à partir de midi, puis vers 16h à 17h, on apprend à manier les armes. Pour le moment, nous apprenons comment faire pour bien viser et tirer sur la cible. Pendant ces formations, on porte des tenues militaires ou même policières et des bottines militaires. Actuellement, nous avons la permission de porter ces bottines. On nous a dit que nous ne serons pas inquiétés par aucun militaire ou policier puisque le programme est connu au niveau du pays. Mais nous sommes très étonnés parce que nous ne voyons pas des ex-combattants du CNDD-FDD ou FNL dans ces formations. Lorsque nous leur demandons pourquoi, pour nous tranquilliser, on dit que nous dépendons du ministère de la Défense et des anciens combattants et que l'on pourra signer des contrats avec ce ministère en cas de problème, décès ou blessé. On nous dit que nos familles seront indemnisées. Mais les doutes persistent. On est entré dans des choses dont nous ne voyons pas clair où ça va nous mener. On nous dit juste que c'est le patriotisme, que nous sommes les futurs dirigeants du parc et par conséquent des futurs dirigeants du pays. Mais nous réalisons que ce ne sont que des mensonges. Ils veulent que chaque colline soit représentée par 36 jeunes Imbonerakure, mais ce chiffre n'a pas été atteint. Certaines collines n'ont été représentées qu'entre 4 et 5 jeunes. Beaucoup ont eu peur. Tutakikwegwamwo tutazi vyarivyo iyo biva niyo biza bakatubwira ngo gukunda igihugu ndwe mu kazoza k'ejo ndwe zoba turamutse umugambi turazi ku gihugu ashirire turiko turabiraba tubonenga ibintu vy'ububeshi gusa. Politique toujours, le secrétaire général du parti CNDD-FDD appelle les miliciens Imbonerakure à rester vigilants pour faire face à l'ennemi qui, selon lui, rôde toujours. Révérien Dikoulio l'a déclaré au cours des sessions de formation qui réunissent en ce moment les représentants des Imbonerakure venus de différentes provinces, mais il n'a toutefois pas désigné l'identité ou la nature de cet ennemi. Suivez. Bagumyabanga, ce parti, d'ailleurs c'est pas un parti, c'est le pays. Écoutez bien l'hymne de notre parti. Nulle part on parle des Bagumyabanga, ni des Imbonerakure, c'est le pays. Nous sommes en train de faire des études, même ici chez vous, cela aura lieu. Nous allons vous enseigner notre histoire pour diriger un pays que vous connaissez bien. Nous vous enseignerons l'origine de notre pays, depuis la royauté, ce que c'était la royauté, l'arrivée des colons, et on vous dira la genèse de nos conflits ethniques. Vous savez, avant l'arrivée des Occidentaux, il n'y avait pas de conflits ethniques. Les Burundais vivaient en paix. Nous vous dirons la genèse de notre lutte au maquis, comment notre lutte a pu réhabiliter le peuple burundais dans sa dignité. Aujourd'hui, malgré cette paix visible, l'ennemi est toujours présent, raison pour laquelle on vous exhorte de rester vigilants. Vous savez, il y a ceux qui grincent les dents quand le pays est calme, ceux-là qui sont habitués à assister à notre malheur, à notre exil, ceux-là même qui se réjouissaient de la mort de nos enfants et qui disaient « après moi le déluge ». Ceux-là sont toujours présents. tubura abana bacu iyo baciye nazo twaki bamwe bamenye ko inzu zacu zisha bamwe bamenye kubona abarundi bariko barapfa bamwe basenga yamana y'icoma bamwe bavuga ati muntu wikoreye turatugabure wase simba imeneke bariho En page droits de l'homme, dans les séries de reportages que la RPA a consacrées à l'emprisonnement du Dr Saharo, aujourd'hui nous allons voir ensemble les relations qui existent entre certains membres du bureau de la présidence et les personnes impliquées directement dans ce dossier, une implication de la présidence reconnue ouvertement ce mardi lors d'une conférence de presse animée par le numéro 1 burundais qui a fait savoir que si c'était lui, il l'aurait aussi mis sous les verrous. Plus de détails avec Eloge Divin Remesh.
Certains cadres originaires du parti CNDD-FDD, officiers du service national de renseignement, ainsi que des hommes d'affaires réputés proches de ce parti, convergent sur le fait que la décision d'emprisonner le docteur Christophe Sahabo émane directement du bureau de la présidence. La RPA cherchait à connaître les personnalités derrière la dite détention et toutes nos pistes nous ont menés vers le général Gabriel Nizigama, connu sous le sobriquet d'Otibia. C'est à ce dernier que le président Évariste Ndayishimiye a confié le dossier Sahabo. Et certains de nos sources d'ajouter que c'est le même général Gabriel Nizigama qui donne toutes les directives. Pour ceux qui doutaient encore de l'implication de la présidence dans ce dossier, le président Ndayishimiye a levé toute la voile. Dans une conférence de presse qu'il a animée ce mardi, le numéro 1 burundais n'y est pas allé par 4 chemins en reconnaissant qu'il est au courant de la détention du docteur Sahabo Christophe. Évariste Ndayishimiye a fait savoir que s'il était procureur, il l'aurait lui aussi emprisonné pour crime économique, vu qu'il n'est pas parvenu à justifier l'utilisation de l'argent public lui confié. Cette première sortie médiatique intervient 40 jours après la détention du docteur Christophe Sahabo. Ce dernier a été arrêté par Alfred Innocent Museremo, chargé du département de la documentation intérieure, et Charles Ndagijimana, actuel ADG de la Sokabu, une société faisant partie des actionnaires du Kira Hospital. Pour le remercier, le régime CNDD-FDD a ensuite confié la présidence du conseil d'administration de l'hôpital Kira à Charles Ndagijimana, qui a aujourd'hui le dernier mot sur le fonctionnement et la gestion de cet hôpital. Quant au général Gabriel Nizigama, chef de cabinet civil du président de la République, à qui a été confié le dossier Sahabo, il serait un proche parent de Charles Ndagijimana, actuel président du conseil d'administration de l'hôpital Kira. Certaines sources disent d'ailleurs que le général Nizigama se trouve être le parrain de mariage de Charles Ndagijimana. Ce serait d'ailleurs suite à ces liens que Charles Ndagijimana et le général Gabriel Nizigama auraient étroitement collaboré pour emprisonner le docteur Christophe Sahabo. Pour rappel, le nom de Charles Ndagijimana n'est pas cité pour la première fois dans de tels dossiers judiciaires entachés d'irrégularité depuis que le parti CNDD-FDD est aux commandes. La première fois, c'était dans le dossier de l'emprisonnement des anciens dirigeants du Burundi, en l'occurrence Domitien Ndayizeye et Alphonse-Marie Kadege, accusés à l'époque de tentative de coup d'État. Par la suite, Charles Ndagijimana sera cité dans le dossier d'emprisonnement d'Hussein Radjabu. Dans le procès d'emprisonnement de cet ancien dirigeant du parti CNDD-FDD, Charles Ndagijimana était le représentant du ministère public. Pour ses œuvres, Charles Ndagijimana a été promu et s'est vu confier la présidence de la Cour constitutionnelle, une promotion qui lui a permis de légitimer le troisième mandat anticonstitutionnel de Pierre Nkurunziza malgré les nombreuses contestations. Charles Ndagijimana est donc considéré par différentes sources comme l'un des hommes du régime dont les magouilles surtout en rapport avec de gros dossiers judiciaires. Quant à son collaborateur dans le dossier Sahabo, Alfred Innocent Museremo, il est connu pour être l'un des officiers du régime CNDD-FDD cité dans pas mal de crimes contre l'humanité depuis 2015 au moment des manifestations contre le troisième mandat de feu le président Nkurunziza. Il s'est manifesté en ouvrant le feu sur les jeunes gens qui manifestaient pacifiquement dans les rues pour protester ce troisième mandat. Merci à toi, Elos Divin Rémi. En page de droits de l'homme, l'on parle aussi de l'intensification des actes de harcèlement contre les membres du parti CNL sur la colline Ruyumu de la zone et commune Kilemba en province d'Ngozi. 4 femmes ont été incarcérées ce lundi sur ordre de l'administrateur communal pour calomnie. C'est après que les ménages de 3 de ces femmes y étaient attaqués la veille par un groupe d'Imbonila-Kouli. Les détails avec Dani Claire, il la trompe. Les femmes qui ont été incarcérées par l'administrateur de la commune Kilemba répondent au nom de Séraphine Sibomana, Denise Aguilukwishaka, Venancy Minani et Marie Nyosaba, toutes de la colline Ruyumu. Notre source sur cette colline indique que 3 d'entre elles sont des épouses des hommes qui sont en cavale suite aux persécutions des Imbonerakure à leur endroit. Ce lundi, ces 3 femmes se sont rendues au bureau de la commune Kilemba pour porter plainte auprès de l'administrateur. Hélas, ce sont elles qui se sont retrouvées sous les verrous. Ce témoin raconte. Ces femmes ont passé leur première nuit au cachot de Kilemba. C'est l'administrateur qui a pris cette décision. Il avance comme motif que les femmes ont inventé des histoires pour salir les Imbonerakure. C'est vraiment triste de se faire enfoncer dans le trou par celui-là même que l'on prenait pour sauveur. Cela démontre pourquoi les Imbonerakure se permettent de commettre tous les forfaits où, quand et comme ils le veulent. Ils sont soutenus par les administratifs. Cela prouve en suffisance que l'administrateur qui les commande dans des actes ignobles.
Une autre femme qui avait accompagné les 3 femmes victimes des attaques nocturnes des Imbonerakure a été aussi incarcérée juste pour avoir affiché son indignation suite à la décision dont venait de prendre le gouverneur contre ses 3 voisines. À ce propos, nous avons essayé de contacter Pascal Sevigo, administrateur de la commune Kiremba, ainsi qu'Epipode Valanikwa, gouverneur de la province Ngodi, mais sans succès. Merci à toi, Dani Claire. Il a entre-temps une peine de 15 ans d'emprisonnement, une amende de 100 000 francs burundais chacun et un dédommagement collectif de 16 millions. Telle est la sentence prononcée contre 16 militants du parti CNL de la colline Ruyumu, une condamnation pour tentative d'assassinat faite par le tribunal de grande instance d'Ongodi. Parmi les 16 militants du CNL, 4 dont l'ex-chef collinaire ont été également condamnés à faire 4 ans de plus pour extorsion. Vous saurez qu'actuellement, 7 militants sur les 16 condamnés séjournent dans la prison centrale d'Ongodi, tandis que les 9 autres sont en cavale. Une courte pause et nous abordons la page société de ce journal. La fin de la pénurie du sucre n'est pas pour demain, annonce faite ce vendredi par la ministre du Commerce lors de la présentation des réalisations de son ministère. Marie-Chantal Nidjumberi a expliqué d'une part que la société sucrière de Mosso Sosumo en sigle ne peut plus satisfaire le marché et d'autre part, il a fait savoir que les importations ne sont plus à encourager à cause du manque des devises, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce produit n'est plus disponible dans tous les magasins. Le point avec Bob Rugoulik. Le sucre n'est plus trouvable dans les magasins. Au début de la pénurie de ce produit, sa distribution se faisait d'une façon discontinue, de telle sorte qu'on pouvait en trouver dans certains magasins ou alimentations. Mais pour le moment, on peut parler de pénurie totale. Les vendeurs de ce produit en cachette donnent toujours injonction aux acheteurs de ne pas révéler d'où ils ont pu trouver le sucre. Au marché noir, le kilo s'achète actuellement entre 7 000 et 9 000 francs burundais. Du moment que certains proposent l'importation du sucre comme alternative à cette problématique, la ministre Marie-Chantal Nidjumberi dit que le marché intérieur ne peut pas toujours être alimenté par des produits venant de l'extérieur. Elle ajoute même que le pays ne dispose pas de devises pour toujours compter aux importations. La ministre Nidjumberi fait savoir que les Burundais doivent plutôt travailler pour accroître le rendement, ce qui permettra d'avoir les devises selon elle. Au niveau de notre ministère, nous avons adopté une politique d'éviter à tout prix de transformer le pays en un marché d'écoulement des produits venus de l'étranger. Notre politique est plutôt de limiter les produits qui viennent de l'étranger pour favoriser les produits locaux, pour non seulement minimiser les dépenses en devises alors que le pays en a besoin, mais aussi de s'assurer que nous multiplions les produits à exporter et du coup gagner davantage les devises. À l'origine de cette pénurie, Mme Nidjumberi précise que les consommateurs sont devenus nombreux par rapport à la capacité de production de la Sosumo. Madame la ministre ne donne également aucune solution urgente à cette pénurie. Bob Rugulika de la société, passons à la page gouvernance de ce journal, où certains employés de l'hôpital Roi Khaled de Kamenge s'insurgent contre le vol commis par certains responsables de différents services de cet hôpital. Ils donnent pour exemple les différents instruments médicaux déjà volés, mais dont les coupables n'ont pas été inquiétés du simple fait qu'ils sont protégés par certains dirigeants du dit hôpital. Le point avec Inès Gakit. L'indicat de vol évoqué par ces employés de l'hôpital Roi Khaled est celui commis par le responsable du service des infirmiers, nommé Alexis Habarugira, surnommé Nursing, qui a été attrapé en flagrant délit le 10 du mois dernier d'avril. Il venait d'ordonner l'embarquement dans un véhicule de type Dina, des emballages qui contenaient des couveuses pour les prématurés. Mais il n'a pas été poursuivi, déplore un de ses employés. Nous, les employés de l'hôpital Roi Khaled, sommes attristés de voir comment le matériel médical est continuellement volé. Je donne l'exemple du cas survenu le 10 avril de cette année où un véhicule de type Dina, dont le numéro d'immatriculation SCD 4215, a été arrêté transportant des emballages contenant des couveuses utilisées dans le service qui s'occupe des nouveau-nés prématurés. Le planton qui avait chargé ce matériel dans ce véhicule a été interrogé par le directeur général de cet hôpital et il a affirmé avoir exécuté l'ordre dénu du prénommé Alexis. Mais tout cela est passé inaperçu.
Deux autres employés de cet hôpital Roi Khaled, Fridolin Nakiruta, responsable du service de médecine interne, ainsi que Jérôme Nionzima, le chargé du service technique, sont également accusés de vol. Tous les deux sont accusés d'avoir vendu un appareil utilisé dans l'examen de coloscopie au début de ce mois en cours. Le 2 mai, un appareil utilisé pour faire l'examen de coloscopie a été volé. En vérité, cet appareil a été vendu par Fridolin, le responsable du service de médecine interne, en collaboration avec le responsable du service technique, prénommé Jérôme, qui fait la loi ici dans l'hôpital. Là aussi, rien n'a été fait. Plusieurs autres instruments médicaux continuent à être volés et les coupables sont identifiés, mais ne sont pas inquiétés parce qu'ils sont membres du parti présidentiel, le CNDD-FDD, est protégé par le responsable de cet hôpital, Stanislas Harakandi, regrette ses employés de l'hôpital Roi Khaled. Ces employés de demander donc à ses supérieurs hiérarchiques de changer cette situation. On ne pourrait pas énumérer tous les cas de vol car ils sont nombreux. Tout est volé au-dessus du directeur général de l'hôpital et nous pourrons conclure qu'il est aussi complice car il regarde sans rien dire. Il n'y a aucun chef de poste qui ne possède pas un petit sac à main dans lequel il met des cartons de gants qu'il ramène chez lui quand il rentre. C'est un moment où un carton de gants s'achète entre 10 et 15 000 francs. Ils le font sciemment en s'appuyant sur leur appartenance politique et leurs postes respectifs. C'est vraiment déplorable. C'est pourquoi nous demandons aux autorités habilitées de suivre de près cette situation, car c'est très grave. La rédaction de la RPA, nous avons joint au téléphone le directeur général de l'hôpital Roi Khaled, Stanislas Harakandi, pour s'exprimer sur ces accusations, mais il nous a exigé de nous présenter à son bureau pour pouvoir nous répondre. Inès Gachiza, gouvernant, c'était aussi la levée de la mesure ordonnant la fermeture de tous les restaurants et bistrots se trouvant dans la commune Nega suite à la montée des cas de Covid-19 dans cette localité, au grand soulagement de la population de cette commune de la province Kirundo. Néanmoins, Pierre Claver Mbanza-Bugabo, administrateur de la dite commune, a indiqué que ces commerçants sont autorisés à travailler si et seulement si ils observent et respectent les mesures barrières contre cette pandémie. Et pour clore ce journal, l'OHCR vient de réduire pour la énième fois la ration alimentaire destinée aux réfugiés du camp d'Onuta situé en Tanzanie, une mesure qui, selon les réfugiés burundais, vient empirer la situation, surtout que toutes les activités génératrices de revenus, y compris l'agriculture, ont été bannies de ce camp. Les détails avec Eloge Cuisera. Depuis ce lundi, les réfugiés burundais du camp d'Onuta en Tanzanie ne reçoivent plus la totalité de leurs rations alimentaires, alors que normalement, chaque réfugié bénéficiait de 10 kg de farine de maïs pour 28 jours. Actuellement, cette quantité a diminué de 2 kg. C'est une diminution qui se fait également sur d'autres vivres, comme le petit pois, l'huile et la farine pour faire la bouillie. Cette situation rend difficile la survie de ces réfugiés, comme le témoignent les d'entre eux. Ça va très mal ici. Rien ne va pour le moment au sein des réfugiés. Le HCR a l'objectif de nous faire mourir de faim. L'on vise à nous contraindre de rentrer au Burundi. De plus, selon les réfugiés, ils n'ont jamais été préparés de cette diminution, ni expliqué si la réduction de cette nourriture, à part qu'elle aurait régulièrement appelé à se faire enregistrer pour rentrer. Selon eux, même les responsables du cas ne leur ont rien signifié auparavant. Non, on ne nous a rien signifié. Ce que nous savons est seulement une grande sensibilisation pour inciter les réfugiés à se faire enregistrer pour regagner le pays. Et même nos représentants n'ont pas été informés à ce sujet. Actuellement, les conséquences sont multiples. Nos sources d'Aruka d'Onduta indiquent que suite à la vie difficile qui mène les réfugiés d'Aruka, beaucoup adoptent des comportements qui ne sont pas dignes. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables du HCR et ceux du cas pour en savoir plus sur les réseaux de cette diminution de la ration. Et voilà, c'est sur ce reportage de notre confrère Eloge Cuizera que nous mettons fin au journal en français de ce mardi 10 mai 2022. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci aussi aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.